La cerimonia sta per iniziare. La cérémonie va commencer. Attenti. Su.
al comando. Pronto. Passo. Parto d'onore. Presentat armi. Onori al Presidente Emerito della Repubblica. Passo! Ma!
Fanno ingresso in aula il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Le président de la République, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés rentrent dans l'hémicycle. J'adresse mes salutations au président de la République, au président du Sénat, aux autorités internationales et nationales et à toutes les personnes présentes. Je salue en particulier, et avec une affection toute spéciale, Madame Clio Napolitano, épouse du président émérite Napolitano, et tous les membres de sa famille. Avec Giorgio Napolitano, qui nous a quittés le 22 septembre à l'âge de 98 ans, disparaît l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire politique et institutionnelle de notre République. Né à Naples en 1925, il adhère à 20 ans au Parti communiste italien, dont il a été militant et ensuite dirigeant. Après avoir pris sa licence en jurisprudence à l'université de Naples avec une thèse en économie politique, il participe activement au mouvement pour la renaissance du Mezzogiorno, auquel il collabore pendant plusieurs années. Élu pour la première fois à la Chambre des députés en 1953, il en a été membre durant 10 législatures pour en devenir ensuite le président durant la 11e législature. Et pendant sa longue activité, il s'est concentré en particulier sur la politique économique nationale, sur le développement du sud de l'Italie et sur des questions de politiques européennes et internationales. Comme homme du gouvernement, il a été ministre de l'Intérieur du gouvernement Prodi de mai 96 à octobre 98. Européiste convaincu, il a été parlementaire européen pendant 2 législatures et président du Conseil italien du mouvement européen de 1995 à 2006, promouvant de manière très active le rôle de l'Italie dans le contexte de l'Europe. Et après avoir été nommé sénateur à vie par le président Ciampi en 2005, Giorgio Napolitano est élu président de la République l'année suivante. En 2013, il est réélu. C'est le premier cas dans l'histoire républicaine, réélu donc à une vaste majorité, et il a donné ensuite sa démission en janvier 2015. Il a reçu différentes distinctions académiques pour son activité politique et également pour ses activités d'auteur, d'essais, de publications très nombreuses. Une personnalité d'une profonde culture qui savait conjuguer l'élan de l'idéalisme avec le réalisme politique appris à l'école napolitaine de Benedetto Croce. Serviteur de l'État pendant son mandat présidentiel, il a guidé le pays pendant l'une des périodes les plus complexes de l'histoire italienne contemporaine. Giorgio Napolitano a joué un rôle de protagoniste à travers les grands événements internationaux et nationaux de son temps. Avec sa disparition, nous perdons une personnalité de grande carrure politique, dont le sens profond des institutions et la rigueur morale constituent un exemple extraordinaire d'engagement au service de la République. La présidence renouvelle à sa famille l'expression de ses sincères condoléances au nom également de l'Assemblée de la Chambre des députés. J'invite les personnes présentes à observer 1 minute de silence.
Signor Presidente, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Fontana, Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil des ministres, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, je remercie les chefs d'État et les représentants de nombreux pays amis, ainsi que toutes les personnes ici présentes et bien évidemment toute la famille du président Napolitano. Nous rendons hommage aujourd'hui à un protagoniste de l'histoire de la République italienne, à savoir le président émérite Giorgio Napolitano, qui est entré au Parlement en 1953 et il a exercé les fonctions institutionnelles les plus prestigieuses d'Italie. Ces jours derniers, de nombreuses autorités, à partir du président Mattarella, se sont rendues au funérarium aménagé au Sénat, de même que de nombreux Italiens ont voulu lui rendre hommage. Un dernier hommage. J'ai pu donc voir des signes concrets de respect et d'admiration rendu encore plus solennel par la visite historique du Saint-Père, que je remercie et qui n'a pas de précédent au Sénat. Le président Napolitano a toujours revendiqué avec fierté son histoire politique, ses racines et les valeurs dans lesquelles il a cru. Comme je l'évoquais lors de ses 70 années d'activité parlementaire, Giorgio Napolitano a été le témoin d'une culture qui devient politique et d'une culture politique qui devient institution. En tant que chef de l'État, il a guidé le pays en reconnaissant les valeurs qui sont le fondement de notre Constitution. Comme tous les grands dirigeants, il a eu sur la scène politique des confrontations parfois très dures. Il a exercé des fonctions en faisant des choix difficiles. Il a traversé des moments périlleux auquel il a toujours fait face avec la cohérence de ses convictions politiques et culturelles, en sachant les adapter à l'évolution des temps et de l'évolution de la réalité historique et sociale. En tant que ministre de la Défense, j'ai eu l'honneur de travailler pendant plusieurs années en contact étroit avec le président Napolitano. Mon estime à son égard s'est renforcée pour sa grande attention vis-à-vis de nos forces armées et vis-à-vis du rôle fondamental qu'elles exercent pour la défense et la sécurité du pays et de ses citoyens. Je serai toujours gré au président Napolitano pour son engagement et son dévouement lors de la célébration du 150e anniversaire de l'unité italienne, en renforçant ainsi le sentiment d'appartenance, l'amour pour la patrie et la valorisation de notre patrimoine culturel et identitaire. À Madame Clio Napolitano, à tous les proches de M. Napolitano, aux enfants du président émérite, je voudrais renouveler mon accolade personnelle et celle de tout le Sénat de la République. Le choix de cette cérémonie civile que nous avons tous respectée à partir du Saint-Père ne m'empêche pas de penser que sa manière d'être ironique continuera de vivre dans le souvenir des Italiens, mais aussi dans quelque chose qui est plus grand que nous. Ciao, Monsieur le Président. Prende ora la parola. Giulio Napolitano a la parole. Signor Presidente. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Steinmeier, Monsieur le Président Macron, Monsieur le Président Begay, Monsieur le Capitaine Régent, Messieurs les Présidents des Chambres, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle,
Mesdames, Messieurs les chefs de gouvernement émérites, chefs de gouvernement, Altesse royale, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames les représentants des pouvoirs publics locaux, nos invités européens internationaux, personnalités de la culture, de l'entreprise et de la société, amis d'une vie, Italiens de toutes part, au nom de notre famille, je vous remercie de votre présence et de votre proximité aujourd'hui et parmi les milliers de personnes que nous avons pu saluer à la Chambre ardente installée au Sénat ces derniers jours. Nous souhaitons parler dans un esprit d'unité et de partage. Je remercie le pape François des paroles et des gestes qui nous ont émus. Dans la longue histoire et extraordinaire de la vie de mon père, je ne me souviens pas d'une journée qui n'ait été consacrée au travail. Son travail, le sens profond de son existence, c'était la politique, entendue comme un idéal, une mission et une profession. La politique était pour lui, comme d'ailleurs pour de nombreuses autres personnalités de ces générations extraordinaires, quelque chose de sérieux qui demandait une analyse, de la discussion, des décisions et également d'assumer des responsabilités. Il ne supportait pas la démagogie, la réduction des contrastes politiques à des hurlements et à des invectives. Pour lui, la vie politique faisait partie de la vie familiale et privée. C'était notre horizon quotidien. L'attention vers la dimension collective ne l'empêchait pas d'être un époux, un père, un grand-père très affectueux, attentif à nos joies, à nos préoccupations, à nos besoins. Il suivait nos études et nos initiatives dans les domaines les plus variés. Il nous répétait combien la famille était importante, combien les affections, les amitiés et la joie, l'allégresse étaient importantes. Il aimait la musique classique, l'art, le cinéma, le théâtre et la littérature. Et je le cite parce qu'il avait également une dette intellectuelle à l'égard de Thomas Mann. Il était en même temps tout prêt à suivre nos intérêts, même s'ils étaient loin des siens. Donc il avait une vision de la vie qui était profondément partagée avec ma mère dans leur rapport indissoluble. Il était capable d'aller, ce rapport était capable d'aller au-delà des diversités de caractère et de nous offrir à nous, ses enfants, une orientation dans la vie qui était extrêmement précieuse pour nous. Dans un projet élémentaire qui date de 1976, je l'avais moi-même dessiné, j'avais fait son portrait devant le Parlement, assis devant son bureau avec un crayon à la main. Et c'est la position dans laquelle j'ai pu l'observer des milliers de fois en 50 ans. Il lisait des essais, des livres, étudiait des rapports, des documents, prenait des notes, écrivait des discours, même lorsqu'il était président de la République, malgré son agenda très chargé et malgré le poids croissant des années. La politique n'était pas simplement une activité intellectuelle, c'était un choix éthique, moral, une participation physique et affective avec les citoyens, les travailleurs, dans les campagnes, dans les usines, dans les centres d'études et de culture, dans les assemblées populaires, sur les places italiennes, en commençant par celle de Naples qu'il aimait tant. Il était partout lui-même, sur les places, dans la rue et dans l'hémicycle, jour après jour, sans jamais ménager son effort. Je l'ai suivi depuis tout petit, enfant, adulte, adolescent, et j'ai joui de ses enseignements. Il m'a enseigné, en effet, la valeur profonde symbolique de la volonté populaire. Et j'admirais son pouvoir de supporter tout ce qui se produisait, son élégance, son sourire, toujours curieux, toujours modeste.
J'écoutais sa voix chaude et vibrante, sa langue riche datant d'un autre temps, aimable, parfois sévère, mais jamais exempte d'ironie. Il croyait dans la lutte politique, dans la participation démocratique, dans le contraste entre des idées différentes, dans la recherche pour essayer d'améliorer les conditions de vie des citoyens et des travailleurs, réduire les disparités, favoriser le développement du sud de l'Italie. Et dans cet engagement politique, comme il l'a écrit à la fin de son autobiographie, il a combattu de bonnes batailles et soutenu des causes perdues, mais il a essayé au fur et à mesure de corriger ses erreurs et d'explorer des voies nouvelles. Et parmi ces nouvelles explorations, on peut citer les épreuves extraordinaires de la participation à ce creuset extraordinaire qu'est le Parlement européen au service du projet d'intégration et d'unité européenne. En tant que président de la République, il a ressenti très fortement la richesse de la proximité au peuple italien. Il a toujours considérer, je cite, l'Italie et sa grande ressource qu'est la Constitution. Il n'y a pas de lieu meilleur pour un patriotisme opérant sous l'égide constitutionnelle. Et en tant que chef d'État, et j'en suis témoin ainsi que ma famille et que ses collaborateurs proches, il y a eu parmi les points saillants celui de la célébration, comme il l'a dit avec orgueil, tout en sachant que de nombreux problèmes n'étaient pas résolus et qu'il y avait bien des défis qui se profilaient à l'horizon, mais il a pu célébrer le 150e anniversaire de l'unité d'Italie, entouré par la chaleur et la participation active de la population dans toute la péninsule italienne. À ce moment-là, tous se reconnurent dans ce qui nous unissait. Pour le bien de l'Italie et de son rôle dans l'Europe et dans le monde, il a toujours espéré et agi pour le renouvellement de la politique et des institutions. Il a accepté, avec esprit de sacrifice et sens du devoir, la prolongation extrême de ses hautes responsabilités avant de reprendre, tant qu'il a pu le faire, son rôle de sénateur à vie, avec scrupule et rigueur, montrant jusqu'au bout ce qu'est la noblesse de la politique et du service à la République. Nous l'avons entendu et nous avons été proches de lui avec amour jusqu'au dernier moment. Nous préserverons son souvenir et nous le cultiverons. Encore merci à vous tous. Prende ora la parola Sofia Napolitano prend à présent la parole. Giorgio Napolitano était un homme politique et un dirigeant de très grande valeur, mais c'était également un grand-père formidable. Il était attentif et attentionné, toujours présent pour nous. Il écoutait nos problèmes et nos soucis avec beaucoup de participation et de compréhension, et il essayait toujours de proposer une solution, bien qu'il fût très occupé par ses propres problèmes, ou plutôt par les problèmes de son pays. Il nous a toujours dit que tout objectif peut être atteint. Il se souvenait de tout ce que nous lui disons, de même que tous les numéros de téléphone. Et il nous a fait sentir que nous pouvions avoir confiance en lui chaque fois que nous en avions besoin. Il nous a appris à quel point il est important de traiter tout un chacun avec respect et amabilité, indépendamment des différentes opinions et de positions. Il nous a appris à quel point sont importants la famille et les amitiés, à quel point leur rôle dans nos vies est important.
Le lien profond qu'il a réussi à établir avec les personnes qui l'entouraient en est un témoignage. Nous nous souvenons de l'amitié qu'il a partagée jusqu'au bout avec Emanuele Macaluso, l'admiration qu'il avait pour son père Giovanni et l'affection qu'il éprouvait pour sa femme Clio et ses enfants Giulio et Giovanni. Lorsque nous étions plus jeunes, il nous écrivait toujours, même si nous ne savions pas lire. Il nous appelait toujours lorsqu'il pensait qu'on passait à la télé des dessins animés qui auraient pu nous plaire. Il allait nous chercher à l'école et nous emmenait à Villa Borghese pour prendre une glace. Il a toujours trouvé du temps pour Simone et moi-même, malgré tous ses engagements. Il est venu nous trouver en Suisse et en Angleterre. Nous avons fait nos études. Il partageait avec nous des livres et des articles qu'il pensait être intéressant pour nos études et nous illustrer ses points de vue. Il n'était jamais condescendant ni insistant. Par la suite, il s'est toujours occupé de nos intérêts, il nous a encouragés à les suivre, il nous a toujours appuyés, même si nous vivions ailleurs qu'en Italie. Pour lui, l'important, ce n'était pas la carrière que nous avons choisie. L'important, c'est que nous soyons épanouis, satisfaits. Il nous a appris à quel point il est important d'aimer ce que l'on fait et de lutter pour ses propres idéaux, sans craindre les obstacles et les difficultés. Même aujourd'hui, les conseils qu'il nous a donnés nous rendent confiants en nous-mêmes lorsque nous devons faire face à des choix difficiles de vie personnelle et professionnelle. Il nous a également donné de nombreuses opportunités et il nous a encouragés à étendre nos horizons. Il nous a emmenés avec lui à des concerts, à des initiatives politiques institutionnelles. Il nous a présenté des personnalités importantes, dont la reine Elisabeth, à laquelle il était très attaché. Il nous a emmenés à Stromboli, à Capri, des lieux qui lui étaient chers. Et nous avons toujours été frappés par l'admiration et l'appréciation qu'il suscitait dans le monde entier. Nous avons toujours été fiers d'être ses petits-enfants. Si l'on considère les responsabilités qu'il a eues en tant qu'homme politique, le fait qu'il ait été un grand-père si affectueux et si présent témoigne de l'homme exceptionnel qu'il était. Il sera toujours la personne que nous admirons le plus. J'espère que vous vous souviendrez tous de lui avec la même affection et la même admiration que nous éprouvons à son égard. Merci d'être ici avec nous. Prende ora la parola l'onorevole Madame Anna Finocchiaro prend la parole maintenant. Il avait 20 ans en 1945. Nous imaginons ce jeune enfant de la bourgeoisie professionnelle dans une Naples dévastée par les bombardements, où une grande partie de la population est en proie à une misère infâme. Le maire Fermariol communique à la préfecture qu'en ville, il y a 200 000 sans-abri. Une ville dévastée dans sa dignité, une Saigon méditerranéenne, dira la Capria. Il suffit de penser au film Napoli millionnaire pour s'en souvenir. Mais Naples est également un grand ferment d'idées, de passions civiles et politiques. Et Giorgio Napolitano a la passion de la littérature, pour le cinéma, le théâtre, l'art, la musique. Il fréquente la Capria, Griffi, Rosi et d'autres étudiants antifascistes avec lesquels il discute et lit le manifeste de Karl Marx, publié en appendice à un livre d'Abriol avec préface de Benedetto Croce. Il s'inscrit au PCI en décembre de 1945 et il expliquera l'avoir fait sous une impulsion morale plutôt que pour des motivations idéologiques qui étaient encore confuses et imprécises, et cela dans le sillage de deux motivations principales. Le PCI est le premier à avoir combattu le fascisme et le PCI se mélange au peuple. Ce sont les mots qu'il utilisait. Donc, deux raisons linéaires, profondes.
Amendola, Caciapuoti, Sereni furent ces références de ces années-là, et Chiaromonte aussi, auquel il fut lié de la mission la plus importante et la plus intense de sa vie. C'est ainsi que commence l'histoire politique de Giorgio Napolitano. Il choisit d'être politique plutôt qu'avocat comme son père. Un point de départ inéluctable qui est ensuite prolongée durant toute sa vie politique, c'est la question du Mezzogiorno, où se manifeste le sens d'un engagement concret et une nécessité d'action. Et il est aidé en cela par ses études de politique économique qui construiront sa grande compétence. Et là apparaissent tout de suite les deux traits de son engagement politique. Le premier, la connaissance et la compétence comme fondement de l'analyse et de la proposition. Il écrit dans la préface Avertissement à l'Europe de Thomas Mann, il ne peut y avoir de politique dans la plénitude de sa signification et dans toute son efficacité en l'absence de bases sérieuses et d'instruments culturels valables. Et le deuxième trait, c'est le pragmatisme, car l'action politique a pour fin celle de transformer positivement ce qui existe. Et là encore, je crois que c'est un autre trait de son engagement, fruit d'un mûrissement et d'une reconnaissance courageuse de ses erreurs. Fuir l'idéologisme. À proposition de l'opposition du PCI à la Caisse pour le sud de l'Italie, il dira que malgré la volonté de jouer un rôle national, dans le PCI, l'idéologie avait repris ses droits. Et dans l'interview à Scalfari, il dira que le compromis historique avait eu la faiblesse de rester dans son écrin idéologique sans se déclarer en tant que politique de collaboration du gouvernement. Et sa place et son rôle dirigeant au PCI dans cette longue histoire complexe, parfois contradictoire, de ce parti qui a été mon parti, cela peut se résumer par le titre de son autobiographie politique, du PCI au socialisme européen. Nous y retrouvons le sens politique de l'appartenance à la sphère réformiste, l'attention continue à la recomposition de liens et de dialogue avec le Parti socialiste et avec les social-démocraties européennes, et l'Europe en tant que seconde patrie. Il a adhéré au Parti démocratique de la gauche, le PDS, mais Giorgio Napolitano a été surtout un parlementaire. Les dirigeants politiques considéraient comme plus important l'engagement politique, alors que lui était immergé dans l'engagement parlementaire, parce que c'était pour lui le lieu de l'approfondissement, de la réflexion, de la confrontation entre les forces politiques et de la recherche des meilleures transactions possibles au bénéfice de l'intérêt collectif. Et parce qu'il croyait fermement que dans la qualité de la représentation réside la force et l'autorité morale du Parlement et des institutions républicaines. Garantir l'efficacité et l'efficience de l'action institutionnelle pour garantir la démocratie et pour répondre aux exigences du pays restera un avertissement continu et son obsession la plus grande. Il y reviendra lors de son discours d'investiture en 2013. On ne peut plus se soustraire au devoir de proposer, de chercher des solutions réalisables, des prises de décision claires et rapides en faveur de réformes dont on a un besoin inéluctable au sein de la démocratie et de la société italienne. Son engagement a été consacré aux questions économiques à partir des années 70. Il renforce également son engagement de politique étrangère qui le rend interlocuteur des plus grands protagonismes de la scène politique internationale. On ne se souvient souvent pas qu'ensuite, dans ses discours et interventions, il se référera toujours à la question politique du rôle et de la condition des femmes italiennes. Il est président de la Chambre du Parlement de 92 à 94. En février 93, il oppose l'immunité de siège à la garde des finances déléguée par la procuration de Milan, par la procure de Milan, pour le versement au dossier et du Conseil pour le règlement et pour manifester clairement la levée de l'immunité. Cela se passe de commentaires. Il sera 2 fois président de la République. J'ai travaillé longuement avec lui, avec des échanges d'opinions parfois très animés. Et avec
Ces lettres, je craignais plus que tout ces coups de téléphone, mais dans ces lettres, son écriture pointue et oblique trahissait sa colère contre moi. Mais nous l'avons beaucoup respecté, aimé, nous sommes plusieurs. Et je peux dire en pleine conscience à sa famille et à ses adversaires aussi que le président Napolitano a dépensé sa vie pour l'Italie et que c'est à l'Italie qu'appartient sa mémoire. Prende ora la parola. Monsieur Gianni Letta prend maintenant la parole. Monsieur le Président de la République, Messieurs les présidents de la Chambre des députés et du Sénat, Messieurs les présidents, autorités nationales et internationales, lorsqu'une personnalité comme Giorgio Napolitano disparaît, la perte concerne tous ceux auxquels les institutions démocratiques tiennent à cœur, ce dont témoigne cet hémicycle aujourd'hui. Et nous rendons tous hommage avec référence à sa mémoire, à la mémoire d'un homme qui a aimé l'Italie, qui a profondément aimé l'Italie, comme vient de le dire Madame Finocchiaro. Et nous désirons témoigner avec émotion à Madame Clio Napolitano, à ses fils Giulio et Giovanni, à ses petits-enfants, Sophia May, tu as bien mis en évidence le fait qu'il a toujours été très proche de vous. Mais nous voulons également nous adresser aux amis, aux collègues, aux camarades qui ont partagé avec lui son histoire politique, parce que face à un deuil que je qualifierais de républicain, il n'y a pas de division, quelle qu'elle soit. Ce deuil dépasse toute considération partisane. Il n'efface pas, mais il va au-delà de toute divergence et efface les distinctions culturelles ou politiques inévitables pour une personnalité comme l'était le président Napolitano, qui, avant d'exercer avec autorité et prestige les plus hautes fonctions institutionnelles, a été pendant de nombreuses années protagoniste de tout premier plan de la vie politique et parlementaire italienne. Il aimait la lutte politique. Giulio l'a évoqué. Son parcours politique a été particulièrement long, riche en de nombreuses batailles, qui a connu des saisons différentes. Je le cite. En passant par des évolutions décisives de la réalité internationale et nationale et par des changements d'opinion personnelle profonds et déclarés. Ce qui n'a jamais fait défaut à Giorgio Napolitano, ni avant ni après, a été le sens très fort des institutions qui a toujours guidé son engagement politique, y compris dans les épreuves les plus difficiles sans doute pour lui, comme lors des gouvernements Berlusconi. Mais déjà avant, j'avais pu constater ce que je savais déjà l'ayant longtemps fréquenté, à savoir que pour Giorgio Napolitano, les institutions viennent avant même les appartenances politiques et que la confrontation entre des thèses différentes devrait toujours donner lieu à une ligne de confrontation non destructrice entre majorité et opposition. Ce sont ces mots mêmes que je viens de citer. Il les a prononcés en 1994 à l'occasion du débat sur la confiance au premier gouvernement Berlusconi, des mots qui ont amené le président du Conseil
à se lever et à descendre dans l'hémicycle pour aller serrer la main du chef de groupe du principal parti d'opposition. Je n'ai pas oublié cette poignée de main, fière d'en avoir été un témoin direct avec Giuliano Ferrara. D'autant plus que cette poignée de main a semblé marquer la naissance d'un bipolarisme sans heurts, aux tonalités aimables et aux intentions constructives. Ce bipolarisme européen que l'histoire des années suivantes a malheureusement mis en question à plusieurs reprises, mais dans lequel le président napolitain a continué de fonder son espoir. Mais il y a une autre image qui a marqué une longue saison, y compris dans ma relation personnelle avec lui. C'est le 15 mai 2006 que Giorgio Napolitano et Silvio Berlusconi, côte à côte, sont montés au Quirinal ensemble. C'est en effet au président du Conseil des ministres qu'il revient d'accompagner sur la colline la plus haute de Rome le nouveau président de la République après le serment prêté à Montecitorio, à la Chambre des députés. Une image forte, inédite, voire même inattendue, qui a titillé la fantaisie malicieuse de certains chroniqueurs. Ce jour-là ne fut qu'une instantanée, un hommage au protocole, parce que le gouvernement était proche de sa fin. Mais cette journée a anticipé ce qui se serait passé par la suite de 2008 à 2011. Napolitano au Quirinal et Berlusconi au Palais Chigi, à la présidence du Conseil des ministres. Deux personnes si éloignées, deux histoires si loin l'une de l'autre, de mondes opposés, de personnalités si différentes, qui étaient appelées à travailler ensemble et à partager les plus hautes responsabilités de l'État dans le respect de la volonté populaire. Cette cohabitation aurait pu être difficile et elle n'a certes pas été facile. Les moments de tension, même forts, n'ont pas manqué et les polémiques aussi, même si les polémiques les plus âpres sont venues par la suite. Mais des deux côtés, la volonté et la force de faire en sorte de rester dans les rails d'une correction constitutionnelle n'ont jamais manqué, ce qui fut le cas. Je peux le dire parce que j'en ai été le témoin direct. Ceci a permis de faire face à toutes les questions, même les plus difficiles, de régler les différends et de surmonter les difficultés, les incompréhensions qui n'ont certes pas manqué. Giorgio Napolitano n'a jamais considéré son rôle de président de la République comme s'il s'agissait d'une simple fonction de notaire. Il a exercé pleinement ses pouvoirs et sa capacité d'orientation autrement que ne l'ont fait ses prédécesseurs, mais en respectant toujours son respect des formes et des limites fixées par la Constitution. Il a montré, dans cette circonstance et dans d'autres également, qu'il possédait non seulement la sensibilité et le style, mais aussi la culture historique, juridique et constitutionnelle par lesquelles il a constamment encouragé à invoquer la collaboration institutionnelle en sachant qu'il trouverait une réponse également de l'autre côté dans l'intérêt général du pays et de la cohésion nationale et sociale. Il a voulu témoigner publiquement, et ce sont là ses mots, la collaboration institutionnelle constante et scrupuleuse de celui qui a toujours su garder vivant et limpide la relation entre le président de la République et le gouvernement. Et ce, en dépit des difficultés d'une saison politique très tendue. Aujourd'hui, l'Italie perd donc un grand président, un grand protagoniste de la politique, un homme lié à sa propre histoire, mais capable de saisir l'innovation, un homme avec une histoire partisane qui a su être un homme des institutions. Un des principaux protagonistes de l'histoire républicaine des 60 dernières années vient de disparaître et un chapitre important et tourmenté de cette histoire se clôture. Après Berlusconi, Napolitano, à 3 mois d'écart l'un de l'autre. J'aime imaginer qu'en se rencontrant là-haut,
Ils pourront se dire ce qui ne se sont peut-être pas dit ici-bas. Et, ayant évacué toute polémique, qu'ils puissent s'expliquer, se retrouver dans la lumière. Prende ora la parola. Je donne la parole au commissaire européen Paolo Gentiloni. Monsieur le Président de la République, autorités italiennes et internationales, chère Madame Clio Napolitano, cher Giovanni e Giulio, chère Sophie, et vous tous, ses proches, aujourd'hui, dans cet hémicycle, nous rendons un dernier hommage à un homme d'État italien, mais aussi européen. Et les présences le confirment aujourd'hui. Pour Napolitano, homme de gauche au service des institutions, l'avenir de l'Italie ne devait pas, ne pouvait pas faire abstraction de l'horizon européen. Voici ces paroles pendant un discours en 2009 à l'Académie des Lincei. L'identité et la fonction de l'Italie peuvent se déployer seulement dans une perspective de développement nouveau et plus avancé de l'intégration européenne. Et son évocation de l'Europe n'était pas rhétorique, elle était le fruit d'un changement de cap au sein de son parti, le Parti communiste italien. Un changement pour lequel Napolitano s'était battu sur le plan politique et culturel. Et ce rappel à l'Europe allait de pair avec le mûrissement du choix atlantique. Là aussi, Giorgio Napolitano, sans jamais rompre avec sa communauté politique, fut un pionnier, un précurseur et un partisan cohérent pendant 50 ans, depuis son premier voyage dans les universités des États-Unis jusqu'au rapport de proximité affectueuse même avec le président Obama, qui, à l'occasion de leur rencontre dans le bureau ovale, l'avait salué comme un leader visionnaire qui a contribué à orienter l'Europe vers une plus grande intégration en ayant toujours à l'esprit une relation transatlantique solide. Donc, pour Napolitano, le choix européen a été un choix d'un camp, mais pas seulement d'un camp. Ça a été un choix de vie et un choix de liberté. Et il ne pensait pas à une Europe quelconque. C'était pour lui l'idéal, le projet d'une intégration européenne authentique. Un idéal alimenté par son admiration pour Altiero Spinelli. Et cette idée d'une Europe plus unie, d'une intégration capable de la rendre plus forte sur le plan géopolitique pour défendre la liberté, de la rendre plus juste sur le plan social pour faire progresser les couches sociales les plus faibles, eh bien, cette idée, ce projet, qui n'ont rien perdu de leur actualité, ont été la boussole de Napolitano tout au long des décennies où il a opéré sur la scène italienne. Lui, patriote constitutionnel, comme l'a dit Giulio, a été président de la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen. Il a participé à la confrontation sur le projet de constitution promu par la Convention pour la réforme des traités et il y a participé activement, avec beaucoup de sérieux, fidèle à lui-même finalement. À Strasbourg, à Bruxelles, on se souvient encore de son engagement, de sa capacité de dialogue, un parlementaire qui donnait l'exemple à ses collègues plus jeunes, ouvert à tout et à tous, sauf à l'approximation. Il prenait la démocratie très au sérieux, Giorgio Napolitano, et pour lui, la démocratie en Italie comme en Europe, c'était avant tout le Parlement. Dans ces années au Quirinal, il a fait vivre avec plus de force encore ce choix européiste. Sans jamais empiéter sur les fonctions du gouvernement, il a tissé des relations avec les présidents allemands et français qui nous honorent de leur présence aujourd'hui, avec les plus hauts représentants des institutions communautaires et avec de nombreux dirigeants du continent européen appartenant aux familles politiques les plus diverses. Il a vécu avec préoccupation
l'augmentation des flux migratoires en Méditerranée en demandant un engagement européen commun pour les gérer et des politiques nationales plus progressistes d'inclusion et d'intégration. Il a compris très tôt, et j'en suis le témoin direct, l'importance d'un rôle européen dans la transition climatique. Il observait avec une grande inquiétude la crise en Ukraine, les dangers d'escalade de ce qui n'était alors qu'un conflit à basse intensité. Je me souviens de ces questions partagées avec l'ami président Heinz Fischer, que je salue, sur la possibilité d'une expérience italienne comme celle du Haut-Adige Sud-Tyrol et comment cette expérience eût pu inspirer une solution pour la région meurtrie du Donbass. Il fut certainement frappé par le résultat du référendum sur le Brexit. Lui qui avait sur son bureau la photo de la reine Victoria avec Winston Churchill aussi et la famille royale. Et il en fut très frappé, mais sans céder à la résignation. Juste après, il avait souhaité une contre-offensive européiste. Donc nous saluons aujourd'hui un grand président, un symbole de la crédibilité, de la force des institutions de la République. Et nous vous entourons, cher président Mattarella, qui chaque jour témoignait de cette crédibilité et de cette force. Nous saluons un grand réformiste européen. Pour lui, l'Europe a toujours été la voie maîtresse. Cher président, cher Giorgio, cette voie que tu nous as indiquée, nous essaierons de la suivre toujours. Prende ora la parola Sua Eminenza. Son Éminence révérendissime, le cardinal Gianfranco Ravasi, prend à présent la parole. C'est avec émotion et gratitude que j'ai accueilli cette invitation un peu surprenant pour de nombreuses personnes et pour moi-même d'offrir ce témoignage au sein de cette célébration de si haut niveau et après ces propos extraordinaires et forts que nous venons d'écouter. Je voudrais simplement être sur le seuil et donner un témoignage qui est un témoignage personnel d'une part, mais qui a également une portée publique, même si notre discours, notre dialogue a toujours été un peu caché. Je voudrais à présent, étant donné le temps limité que j'ai à ma disposition, je voudrais que ce long film de notre dialogue de nos relations, je voudrais dans ce long film choisir simplement 4 instantanés. En partant de la première, ce sont des instantanés qui permettent d'avoir un titre idéal. La première est le 25 avril 1998. Ministre de l'Intérieur à Milan. Giorgio Napolitano veut me rencontrer et visiter la bibliothèque Pinacothèque Ambrosiana que je présidais après la visite, le Code Atlantique, le Caravage, etc. Il est entré dans le bureau du préfet, très somptueux. Et j'ai alors voulu lui montrer, en le prenant d'une étagère qui se trouvait derrière moi, qui recueillait les autographes d'un grand auteur et le ministre, choisir un texte et de le lui montrer. Je me souviens encore de ses mains. Il a ouvert avec émotion l'autographe des délits et des peines de Cesare Beccaria, une relique laïque dans un temple culturel ecclésiastique. Il chercha d'emblée les pages sur la peine de mort, parce que ces pages étaient un emblème très significatif pour lui.
Mais je voudrais maintenant passer à la deuxième instantanée qui date de 2010, lorsque un personnage entre en scène, un personnage qui a eu un lien important avec Giorgio Napolitano. Autrement dit, le pape Benoît XVI, avec lequel les dialogues et les rencontres et les affinités ont été multiples. Eh bien, il avait été décidé d'offrir au Saint-Père un facsimilé du De Europa d'Enea Silvio Piccolomini, qui deviendra en 1958 le pape Pie II. Et j'avais préparé un essai introductif. Le président Napolitano avait préparé la préface. Et à ce moment-là, voilà donc l'instantané, à ce moment, Giorgio Napolitano a cité une phrase d'un auteur qu'il aimait beaucoup, Thomas Mann, un auteur que le Saint-Père lui-même aimait beaucoup. La phrase est la suivante, qui est tirée de l'essai sur Don Quichotte de 1934. Le christianisme reste une des colonnes, des piliers de l'esprit occidental, et l'autre est l'ancienne culture méditerranéenne. Naturellement, le pape Benoît XVI répète immédiatement la même phrase en allemand. Il la connaissait par cœur. Et maintenant, je voudrais passer à la troisième instantanée, parce que c'est là qu'entre en scène la culture, l'art, comme on l'a évoqué déjà. Napolitano était un homme de très grande culture, je puis en témoigner. Deux de ses grands amours, de ses auteurs préférés, étaient Thomas Mann. Il pouvait réciter les premières pages du Dr Faust en allemand. Et l'autre grand amour de Napolitano a été Dante. Et je lui ai demandé de devenir président, une fois son mandat de président de la République terminé, de devenir président de la maison de Dante. Et donc, il est devenu président de cette institution qui est le témoignage le plus important d'un grand auteur italien. Il avait une édition en miniature de la Divine Comédie parce que, disait-il, je lis une page par-ci, par-là. Et puis, troisième instantané, la musique. Il a participé à de nombreux concerts et il l'a fait jusqu'à la fin de son mandat, de même que l'a fait Benoît XVI. Et ils écoutaient ensemble la musique. En ce moment, idéalement, je voudrais imaginer que le salut musicalement, un texte religieux, un texte de Mozart, écrit pour le Corpus Domini de 1791, c'est le chapitre 618 de Mozart, et c'est l'Ave Verum Corpus Natum de la Vierge Marie. Mais la chose la plus impressionnante, c'est qu'une fois l'exécution terminée, il m'a dit, il s'est agi de 4 minutes de beauté surnaturelle. Et effectivement, cet amour s'est poursuivi sous de nombreuses formes et de différentes manières, à des moments différents qui se présentent dans cette troisième diapositive. Et je termine par la dernière, la quatrième instantanée, qui est la plus importante pour justifier, entre autres, ma présence ici. Et c'est le discours
le discours spirituel. Je n'hésite pas à l'appeler ainsi, mais dans le sens le plus élevé de ce terme, dans un sens qui n'est pas confessionnel. Et je présente donc une autre date, une autre diapositive idéale, celle du 5 octobre 2012. Nous nous trouvons à Assise, un après-midi aux couleurs extraordinaires qui évoquent un tableau de Piero della Francesca ou du Perugino, devant une énorme foule et avec un dialogue que nous avons construit ensemble, un dialogue au sein de ce que l'on appelait la cour des païens. C'était l'espace du temple de Jérusalem où les païens, les non-croyants, aux yeux des Juifs, pouvaient accéder. Eh bien, dans cette cour des païens, Napolitano a donné une leçon extraordinaire sur le rapport entre société et religion, mais surtout, à la fin, peut-être en raison même de cette sympathie qui existait entre nous deux, il m'a raconté le moment où il a renoncé à sa pratique religieuse tout en conservant, et je voudrais ici citer une de ses phrases, qui est une sorte d'aveu. Il a avoué qu'il répondait toujours à un besoin intime de recueillement, en échappant à la pression constante de devoirs et de soucis qui risquent de nous empêcher d'élever notre regard et notre esprit. Eh bien, je voudrais conclure par des mots qu'il a lui-même prononcés, mais également, si sa famille me le permet, à partir de son épouse Clio, je voudrais moi aussi porter une fleur idéale sur sa tombe ou sur son cercueil. Mais avant tout, ces mots, les mots qu'il a prononcés cet après-midi-là. L'appauvrissement idéal et culturel visible de la politique a représenté le terreau de sa pollution morale. Dans le dialogue entre croyants et non-croyants, toujours précieux en vue du bien commun qui doit être poursuivi dans notre Italie si tourmentée, et de la franchise, c'est de la franchise du dialogue et d'un résultat fructueux de ce même dialogue que peuvent venir des incitations et de nouveaux soutiens pour une reprise d'élan idéal et de sens moral. Et ceci étant, cette fleur idéale, je la dépose. C'est une fleur faite de mots. Il savait que ma principale compétence était celle d'un expert des Saintes Écritures, notamment des Écritures juives. Il savait aussi c'est le grand code de la culture occidentale. Eh bien, je voudrais déposer sur sa tombe une fleur inversée tirée du livre du prophète Daniel. Et c'est un extrait significatif à cette image tirée de la culture pythagoricienne, donc d'un monde païen. Les disciples de Pythagore regardaient dans les nuits étoilées, ils regardaient vers le haut et ils regardaient la Voie lactée. Et ils imaginaient, parce que c'était là leur croyance, que l'âme, après la mort, devenait une étoile de la Vie lactée. Et donc, ils cherchaient la présence de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants. Et voilà les mots du prophète Daniel, qui représente mon hommage à Israël. Les sages resplendiront comme la splendeur du ciel. Et ceux
qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Merci. Prende ora la parola il presidente. Le président émérite de la Cour constitutionnelle, Giuliano Amato, prend la parole. Signori Presidenti. Mesdames, Messieurs les présidents, Madame Napolitano et vous tous et toutes, on a toujours été frappé chez Napolitano, on l'a répété aujourd'hui encore, son autorité morale. Fille de quoi? Eh bien, de sa culture. Sa culture qui transparaissait lorsqu'il parlait et de la manière dont il prononçait les phrases. Elle transparaissait également dans son lexique, une culture qu'il alimentait de façon incessante. Il n'a jamais vécu du seul bagage de ses lectures de jeunesse. Non. Même avec les rapports qu'il entretenait et la façon dont il écrivait aussi, on l'a dit ces derniers jours et aujourd'hui encore, il avait rédigé l'introduction à l'avertissement à l'Europe de Thomas Mann et en même temps il écrivait un essai extraordinaire pour un volume de l'éditeur Treccani sur l'Europe en construction. D'ailleurs, quand il était jeune, il avait non seulement en tête l'Europe ou la politique, il avait le cinéma, l'art, la musique. On raconte qu'il a débuté à 16 ans en classe par une déclamation de la pluie dans la Pinède, accueillie par un applaudissement de ses étudiants, collègues et professeurs. Il avait pour amis Rose, Ilaka, Priagri, Phi et d'autres. Donc ce sont les conditions de Naples, ce sont les raisons de la résistance qui l'ont rapproché du Parti communiste, bien plus que le marxisme et encore plus que le léninisme qu'il lisait avec un grain de sel et surtout à travers la perspective de Croce. Et en fait, il a vécu le drame de ce parti politique que non pas la démocratie chrétienne ou la vie interne du parti avait exclu des rôles du gouvernement, mais Yalta et le lien avec l'URSS, il ne voulait pas le couper. Parce que c'est sur ce lien qu'il avait construit le mythe qui finalement réunissait la plupart de ses disciples. Donc il a été extrêmement tourmenté face à la tragédie de Budapest en 1956 et Prague en 68 qui avait amené d'autres membres à quitter le parti, mais lui à se consacrer à une entreprise difficile qui était de faire prévaloir au sein du parti d'autres fondements et d'autres raisons communes qui étaient présentes. Mais il fallait pour cela un long travail d'enracinement dans la démocratie, en Europe, en Occident. Et ce travail, il s'y est attelé en protagoniste. Il a été protagoniste lorsque, au Parlement, il a fait de la pratique procédurale de la démocratie le véhicule qui allait servir à convaincre ses compagnons de la valeur substantielle de cette démocratie. Il en faisait l'éloge de la démocratie parlementaire, qui permettait et qui permettait alors, mais permet encore aujourd'hui, la confrontation entre la volonté de la majorité qui propose et les idées de l'opposition, en offrant ce processus par lequel, chaque fois qu'il est possible, ces deux extrêmes se rencontrent pour donner lieu
à une loi qui n'est pas la créature de la majorité, mais qui est la créature des institutions, du Parlement. Ou bien lorsqu'il s'est battu pour que dans son parti, l'on abandonne la lecture de la communauté européenne comme étant l'Europe des monopoles et que l'on se mette à poursuivre les finalités de l'Europe à côté des partis social-démocratiques. Il a fait de l'Europe une mission étendue à l'Italie. C'est lui qui a porté Altiero Rossinelli dans le Parlement européen. Et il a toujours travaillé au sein du Parlement pour faire valoir ses idéaux. Il a eu une période de faiblesse de cœur et Clio l'accompagnait chaque semaine. Je l'ai rencontré dans les couloirs du Parlement européen. Il ne voulait pas renoncer à son travail et elle, à côté de lui, car elle ne voulait pas l'envoyer là-bas tout seul. Ou bien lorsqu'il a traversé l'océan pour tenir des conférences dans les universités américaines. En 2015, il reçut de l'American Academy de Berlin le prix Kissinger. C'est moi qui avais rédigé sa laudatio. Et Kissinger, qui ne lui avait pas donné son visa la première fois, lui a remis lui-même le prix. Alors, évidemment, à tout cela, on consacrait toutes les charges qu'il a assumées. Il a pu faire connaître ses idées, mais si son autorité morale et sa sagesse étaient fruits de sa culture, je pense que il est juste de dire que les lettres qu'il recevait, que quiconque lui envoyait un écrit recevait de lui une réponse. Toujours une appréciation exprimée par des mots très sobres, mais qui étaient souvent suivis de la citation ou du relèvement d'une citation qui n'était pas exacte. Et il faisait donc noter ces inexactitudes en tant que bon professeur. En tant que président de la République, comme tous ses prédécesseurs, il avait compté sur les constitutionnalistes, mais il connaissait la Constitution aussi bien qu'eux, si ce n'est mieux. Ainsi, il mit en doute l'idée que le chef d'État pût conférer la charge de former un gouvernement de façon aléatoire. C'était Enzo Kenny qui avait dit cela, c'est-à-dire sans s'assurer qu'il y eût une majorité, et ça, il s'y refusa toujours. Et lorsqu'il arriva à relever également et à résoudre un conflit d'attribution après la mort de Loris D'Ambrosio, son collaborateur et ami, une triste conjoncture où il avait accepté ce processus et sans pour autant avoir détruit toute possibilité. Et la destruction de ces écoutes téléphoniques de ces coups de téléphone aurait ruiné la figure même du chef de l'État dans toutes ses attributions. Et la Cour constitutionnelle, dont je ne faisais pas encore partie, lui avait donné raison. Tous les pouvoirs du président de la République, a-t-il écrit, ont pour but de permettre à celui-ci d'orienter les impulsions adéquates vers les titulaires des organes qui doivent prendre les décisions, sans jamais se substituer à eux, mais en orientant leur fonctionnement et en l'aidant. Et pour ce rôle, il doit tisser un réseau d'accords qui serait inévitablement compromis par la publication d'actes singuliers.
Donc il doit pouvoir compter sur la réserve absolue de ses communications. Et c'était sur cela qu'il s'était appuyé dans ce cas. C'est une véritable leçon de droit constitutionnel. Mais je le rappelle, et je ne suis pas le seul à rappeler le 150e anniversaire de l'unité italienne. Il me voulut à son côté comme président du comité national qui avait été initialement confié à Carlo Ciampi. Ses grands discours sur l'unité, la leçon qu'il a donnée à l'occasion aux historiens qui se disputaient encore à propos de l'autre Italie, de Mazzini et de la petite Italie qui devait sortir du travail de Bromure. C'est lui qui mit le holà. Et au bout de 150 ans, nous ne pouvons pas ne pas comprendre qu'aucune autre Italie n'aurait pu être réalisée dans les conditions d'alors. C'était même improbable, dit-il. Ça a été donc, selon lui, la seule solution possible. Encore une grande leçon. Une leçon tout à fait consciente des faiblesses et des limites de l'unité réalisée alors. Pensez qu'il s'était diplômé en 1947 sur une thèse sur les retards de l'industrialisation. Et dans son long parcours ultérieur, il n'a fait que s'occuper de cela et des autres faiblesses de l'Italie unie que l'histoire avait réussi à nous donner. Donc cette Italie tardera beaucoup à naître si elle naît. Un Italien avec ses qualités mises au service d'une politique vécue comme lieu fondamental où interagir avec les autres. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'une des citations les plus belles qui apparaissent dans ses discours, est de ce jeune condamné à mort de la résistance qui écrit à sa mère « Ils nous ont fait croire que la politique est sale ou qu'elle est un travail de spécialiste. Or, la politique, la chose publique, c'est nous. » Et Giorgio Napolitano nous l'a enseigné à nous tous. È così conclusa la commemorazione. C'est ainsi que se termine cette commémoration. Nous invitons les personnes présentes de rester dans l'hémicycle pour permettre aux représentants des organes institutionnels et aux chefs d'État étrangers de rendre un dernier hommage au président émérite de la République, M. Giorgio Napolitano. Merci.